D'ailleurs, j'ai pour projet de faire une critique globe plus générale sur les films mettant en scène des nazis, car il y en a quand même beaucoup dans le cinéma d'horreur, mais je voudrais d'abord vous demander si vous avez envie de voir une telle vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, histoire que je puisse prendre un petit peu la température. Et c'était il y a 2 ans. Mais finalement, qu'est-ce que 2 ans dans une vie? Puis, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et, chose promise, chose due. Mais trêve de proverbes idiots, aujourd'hui, je défie ouvertement YouTube avec une vidéo qui ne sera évidemment pas possible à monétiser. Vive la passion! Toujours est-il qu'il était inévitable que je finisse par faire cette vidéo, tant ces très chers nazis ont acquis, au fil des années, une place d'une certaine importance parmi les créatures qui composent le bestiaire du cinéma d'horreur. En même temps, il est assez globalement acquis dans l'inconscient collectif qu'ils sont parmi les plus grands fléaux que nous avons connus dans notre histoire moderne et réelle. C'est ce que l'on nous enseigne à tous à l'école, et même si, clairement, les alliés ne sont pas tout blancs, sans peur et sans reproche, les agissements horribles et inhumains, encore plus que la guerre en elle-même, commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, ont marqué à tout jamais notre histoire, notre société, notre culture. Ils sont considérés par tout le monde comme des grands méchants, même si cette formulation peut paraître enfantine, et il était logique qu'ils marquent les arts, et parmi eux le cinéma, de leur abominable empreinte. Et forcément, le cinéma d'horreur s'est régalé avec eux, et ce, depuis toujours, comme nous le verrons un petit peu plus tard. Faut dire que cette figure présentait quelques avantages certains et était prédisposée à être exploitée dans ces films si chers à mon cœur. Tout d'abord, je me répète, mais dans un film, les nazis sont toujours immédiatement identifiés par le spectateur comme des méchants, des mauvais, des antagonistes. Pas besoin de mettre en place une force armée qu'il faudrait présenter au public, car dès le départ, le méchant est reconnaissable et reconnu. De plus, ils sont très faciles à identifier de par leur code vestimentaire. Uniformes typiques, que ce soit pour les soldats ou les officiers, les écussons iconiques frappés de la croix gammée de l'aigle allemand ou des doubles S de la Schutzstaffel, mais aussi de leur façon de se saluer ou de leurs accents allemands caricaturaux et souvent très prononcés. En un coup d'œil, leur nature est comprise par le spectateur et on a d'ailleurs rarement vu au cinéma une figure aussi facile à reconnaître. Mais au-delà de leur aura pour ainsi dire maléfique aux yeux du spectateur et ce, d'entrée de jeu, les nazis et les histoires qui les entourent ont de quoi nourrir des centaines d'histoires fantastico-horrifiques. Je parle bien sûr de l'attirance qu'on leur prête pour l'occultisme. Alors bien sûr, la plupart des rumeurs qui tournent à ce sujet sont infondées et lorgnent plus du côté de la fiction fantastique que de celui de l'histoire, mais elles ont tout de même des racines ancrées dans la réalité. Sans entrer dans des détails que je ne maîtrise pas, nous pouvons bien entendu parler de Himmler, fondateur de ce que l'on appelle l'hitlérisme ésotérique, fasciné par le racialisme arien et créateur de l'Ahnenerbe, une sorte d'institut de recherche greffé au SS. Si leur objectif était avant tout de donner à l'arianisme une histoire et une mythologie grandiose de manière à leur donner une aura comparable à celle gréco-romaine, ils comptent parmi leurs plus hauts rangs des occultistes et néo-païens reconnus. Cet institut inspirera énormément d'organisations fictives à travers diverses œuvres et est la principale raison de cette croyance populaire qui prête aux nazis cette familiarité avec l'occulte et le surnaturel. Mais il y avait également des théoriciens tels que Alfred Rosenberg qui visaient à donner une dimension religieuse au Troisième Reich pour en faire un culte. Hitler en prophète, Mein Kampf en Bible, les grandes dates du parti désormais calendrier saint, etc. De plus, l'idéologie nazie découle en grande partie de théories développées par des organisations spirituelles, occultes et racistes, et ce dès le début du XXe siècle. Et le mysticisme nazi continuera à se développer à l'étranger, même après la fin de la guerre. Il n'en faudra donc pas moins pour alimenter les fantasmes des écrivains et scénaristes divers, et de prêter à Hitler, pourtant prudent sur ces questions-là, un intérêt tout particulier pour elle. Forcément, imaginez des nazis enclins à pactiser avec des forces démoniaques, à rechercher des artefacts aux propriétés magiques ou à pratiquer toutes sortes d'expériences sur leurs propres soldats, tout ça dans le but de gagner la guerre, renforce à la fois leur côté maléfique et inhumain, mais en plus les rend encore plus terrifiants et permet de basculer complètement dans la science-fiction, voire le fantastique le plus total. Et après cette introduction pour le moins longuette, et durant laquelle je ne fais qu'effleurer la partie historique bien sûr beaucoup plus complexe et nuancée que ce que j'expose ici, je vais pouvoir attaquer le cœur de la vidéo et entrer dans le vif du sujet. Comment la figure du nazi est-elle exploitée dans le cinéma d'horreur? Eh bien, plusieurs grandes thématiques se distinguent et je vais vous les présenter. Ah, les joies de la Nazisploitation. Pour faire simple, nous sommes dans une variante de ce qu'on appelle la sexploitation, et qui regroupe des films qui saisissent le moindre prétexte pour présenter des scènes de sexe ou de nudité, notamment. Nous sommes bien sûr dans du pur cinéma d'exploitation, et la Nazisploitation ira encore plus loin à ce niveau, puisque ce sous-genre qui a connu son âge durant les années 70 propose des intrigues à base de camps de concentration et autres prisons nazies, ou des maisons closes, dans lesquelles sont enfermées et torturées physiquement et sexuellement de nombreuses femmes par des nazis.
On retrouve dans ses œuvres un certain sadisme, de nombreuses scènes à caractère sexuel ou gore, et surtout toute une galerie de personnages pervers, violents et complètement inhumains. Pour beaucoup de connaisseurs, le pionnier de la Nazisploitation est Portier de nuit de Liliana Cavani, qui est sorti en 1974, bien que son intrigue ne se déroule pas dans un pénitencier, mais plus dans une sorte de palace qui héberge d'anciens officiers nazis une dizaine d'années après la fin de la guerre. C'est lui qui aurait ouvert la porte à cette tendance qui vivra pendant un peu moins de 10 ans, mais ce n'était pas réellement le premier film à mettre cette idée en scène, puisqu'il y avait par exemple Love Camp 7 de Lee Frost, qui sortait dès 1969. La différence est que ce dernier s'inscrivait plutôt dans la mouvance moins spécialisée et alors en plein essor, Woman in Prison, qui, comme son nom l'indique, désignait les films dans lesquels nous suivions, des femmes en prison. Non. Au-delà de Portier de nuit, il y a un film qui a joui d'un certain succès et qui a vraiment lancé la popularité de la Nazisploitation dès 1975. What did you call me? Ilsa, la louve des SS, réalisée par Don Edmonds, se déroule dans un camp de concentration dirigé par Ilsa, une officier SS des plus sévères et sadiques qui pratique des expériences médicales en tout genre sur ses détenus. Elle est campée par Diane Thorne, qui nous a malheureusement quittés au début de l'année après avoir été l'icône absolue de la Nazisploitation et même des Women in Prison plus généralement. Car Ilsa connaîtra plusieurs aventures, ce qui est assez unique avec ce sous-genre et nourrira les fantasmes de bon nombre de spectateurs à l'époque. Pour une fois, ce n'est pas un groupe d'hommes mais bien une femme qui fait office de tortionnaire. Et cela change pas mal les rapports de force entre les personnages, mais également la sexualisation des scènes. En effet, Ilsa torture aussi bien des hommes que des femmes, variant ainsi les plaisirs, si j'ose dire. Elle est inspirée par Ilse Koch, surnommée la chienne de Buchenwald, qui fut l'épouse de Karl Koch, commandant du camp de concentration de Buchenwald. Des tas de rumeurs odieuses circulent à propos de Ilse, qu'on dépeint comme extrêmement cruelle avec les prisonniers, mais également fétichiste, qui se serait fabriqué divers objets à partir de peau humaine. C'était une bourgeoise qui, avec son mari, se livrait à de véritables festins au beau milieu du camp de concentration. Et quand on parle d'elle, on cite souvent sa sexualité débridée, au point de mettre en avant sa prétendue nymphomanie. Cependant, selon différents historiens tels que Benoît Cazenave, la plupart de ces rumeurs seraient fausses, et elle aurait en fait grandement payé, son genre. Déjà, l'existence de sa collection d'objets confectionnés à partir de peau humaine n'a jamais été prouvée devant les deux tribunaux qui l'ont jugée. Lors du procès de Buchenwald, orchestré par les Américains, elle fut sévèrement jugée, avant tout pour l'exemple et pour apaiser la colère des prisonniers du camp, vu que son mari était déjà décédé et ne pouvait plus payer. Puis, lors du procès d'Augsbourg, tenu par les Allemands, elle fut jugée comme si elle était l'incarnation de l'Allemagne nazie, pervertie et déviante, lors d'un processus proche de ce que l'on pourrait considérer comme de l'auto-déculpabilisation. Sa sexualité débridée prit beaucoup de place lors du procès, où on s'attardera énormément sur ses multiples partenaires, les viols qu'elle aurait commis et sa libido apparemment violente. Bien entendu, l'idée n'est pas de nier les nombreux crimes dont elle s'est rendue coupable, mais bien de se rendre compte que la figure de Ilse Koch fascinait déjà à l'époque et engendrait des rumeurs plus folles les unes que les autres. On parlait d'elle jusqu'à Auschwitz alors qu'elle n'y avait jamais mis les pieds. La vision d'une officier nazie qui se balade entre les prisonniers à cheval, un fouet à la main, devient autant un symbole d'horreur qu'un fantasme glauque à l'époque. Et ce sont précisément les ingrédients de la réussite d'Ilsa, la femme à la poigne solide, dominatrice, perverse, sadique, sévère et puissante, attirante et effrayante à la fois, terrifiante et fascinante. Et bien sûr, ces sentiments sont transcendés par la force et l'élégance qu'arrive à dégager Diane Thorne dans ce rôle pas forcément évident et qui fera d'elle une égérie des vidéoclubs et cinémas spécialisés durant pas mal d'années. Forcément, avec des thématiques aussi sulfureuses, la Nazisploitation sera l'objet d'un certain nombre de polémiques. On reprochera à ces films leur exploitation d'une esthétique nazie et on condamnera leur fascination pour le fascisme. Car si la Nazisploitation, tout comme les Women in Prison, s'inspire grandement de l'excitation perverse provoquée par la domination, qui découle elle-même du pouvoir, le fait d'ajouter à cela un cadre nazi rend le tout encore plus malsain. Transformer l'univers des camps de concentration en thème érotique est pour beaucoup de critiques à l'époque un manque de respect ainsi qu'une faute de goût monumentale, sans oublier le fait que c'est historiquement complètement à côté de la plaque. Quelques historiens, théoriciens et romanciers, tels que Saul Friedlander ou Susan Sontag, s'intéresseront donc à ces films et à la façon dont le fascisme exerce une sorte d'attraction érotique à travers leurs intrigues, ainsi que la fascination que provoque l'esthétisme nazi. Selon Friedlander, cette attirance pour leurs codes vestimentaires et leurs étendards est en fait une sorte d'exorcisme, une manière de se les réapproprier. Dans tous les cas, le cinéma d'exploitation est toujours un bon domaine d'étude, vu ce qu'il révèle à propos de l'être humain. Nous parlons quand même ici d'une mode cinématographique qui considérait à placer des femmes dans des prisons et à les voir se faire malmener physiquement et sexuellement par des nazis pendant 1h30. Et ce, bien souvent dans des films de série Z à la mise en scène minimaliste et sans grand intérêt artistique. De la pure exploitation
en somme. Dans ces films, les nazis sont complètement impersonnels et représentent le visage du fascisme et d'un pouvoir dominateur qui écrase et déshumanise les personnages au point de leur faire perdre toute dignité. On utilise l'horreur des véritables camps de concentration que tout le monde connaît et qu'on détourne ici pour en faire des lieux avant tout pervers et qui vont titiller le voyeurisme du spectateur avide de violence et d'humiliation. Mais finalement, si la Nazisploitation est, de par son côté torture porn, et il est d'ailleurs parfois surnommé nazi porn, historiquement relié au cinéma d'horreur, nous ne sommes pas encore dans de l'horreur pure à proprement parler. Voilà donc un grand classique de la façon de représenter les nazis dans le cinéma d'horreur, sous la forme de zombies. Vous savez, le zombie est une créature pratique qui peut prendre plus ou moins la forme souhaitée, et il était évident que tôt ou tard, les soldats du Troisième Reich reviendraient sous cette condition. Bah oui, le zombie coche toutes les cases recherchées par le jeune réal impatient de jouer avec des nazis. La créature est bien souvent le résultat de leurs recherches occultes, que ce soit parce qu'ils ont manié un artefact maudit, que des expérimentations étranges aient été pratiquées sur eux, qu'un de leurs leaders ait acquis des pouvoirs magiques d'une façon ou d'une autre, ou qu'ils soient victimes d'une malédiction ou d'un maléfice quelconque. Bref, tous les moyens sont bons pour les faire revenir d'entre les morts. Parfois, aucune raison n'est donnée par le scénario, mais pas besoin. Finalement, les nazis étaient tellement méchants qu'il est tout à fait logique et scientifique qu'ils n'aient pas pu mourir et qu'ils restent bloqués sur Terre pour continuer à exercer leur méchanceté. Bah quoi ? Puis, il y a un grand avantage à les transformer en zombies, au-delà du fait que cela les rend encore plus mauvais et monstrueux. Cela permet de les déplacer à notre époque, bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cela évite les coûts liés à la reconstitution historique, même si celle-ci est souvent le cadet des soucis du réal de ce genre d'œuvre, et permet de les transformer en pur condensé de méchanceté, des créatures bien souvent dénuées de la moindre forme de réflexion, telles des zombies classiques, ou alors transformées en créatures uniquement capables de faire le mal. Dans ce cas-là, il y a souvent un ancien officier, reconnaissable à son uniforme différent de celui des Troufions, qui semble capable de réfléchir et surtout de commander ses troupes désormais décérébrées à l'image de Herzog dans Dead Snow. Mais le nazi zombie, ainsi transformé, est également une façon assez efficace de représenter l'armée et plus efficacement encore lorsque celle-ci combat pour un régime fasciste. Transformé en machine à tuer, lobotomisé pour n'être plus que des porte-flingues, le nazi revient même après la mort pour continuer à représenter ses couleurs inlassablement et mécaniquement de la même façon que les zombies de Romero ne pouvaient s'empêcher de se rendre dans les centres commerciaux conditionnés eux aussi par la société de consommation. Car c'est cela, le zombie, une représentation grossière, certes, mais assez évidente, de l'être humain conditionné. C'est encore plus parlant lorsqu'on utilise cette figure pour ressusciter des combattants nazis, donc, et qu'on ne laisse la capacité de réflexion qu'aux officiers. Même si, ne nous mentons pas, l'extrême majorité des films mettant des zombies nazis en scène n'a pour ainsi dire pas conscience de cette image et veut juste proposer un spectacle gore et décérébré, finalement. Mais cette idée du soldat conditionné est bel et bien présente malgré tout dans ses œuvres, à l'image du King of the Zombies de Jean Yarbrough, qui a la particularité d'être sorti en 1941, donc en plein durant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, c'est un peu particulier, puisque les zombies ne sont pas ceux que nous connaissons aujourd'hui et qui descendent en grande partie de ceux de Romero. Non, nous sommes plus proches de la créature originelle issue des mythes vaudous. Mais le principe est le même. Les zombies sont aussi dénués de personnalité, de la moindre forme de réflexion, transformés de la sorte par un pseudo-scientifique nazi et ne peuvent contredire les ordres, par exemple. Dans le commando des morts-vivants, les zombies sont également l'œuvre d'un scientifique, sauf que ces créatures sont incontrôlables et que l'armée n'a pas pu les utiliser. Dans Night of the Zombies, c'est un gaz top secret qui était censé maintenir les soldats en vie assez longtemps pour être pris en charge par des médecins qui les transforment finalement en morts-vivants. Dans Mapplewoods et dans War of the Zombies, c'est une arme biologique, l'éternel virus artificiel qui en est la cause, mais dans ces trois cas-là, les morts sont également incontrôlables et difficiles à utiliser pour les nazis, voire tout simplement trop dangereux. C'est une belle représentation des envies de conquête et de domination dévorante de l'armée nazie, allant jusqu'à déshumaniser ses propres soldats sans aucune considération pour eux. Enfin, ils ont bon dos les nazis dans ce genre d'œuvre, c'est bien souvent juste des prétextes pour mettre en scène le parfait antagoniste, le monstre le plus cruel et impitoyable, et, comme dit plus tôt, certains films ne cherchent pas vraiment à donner d'explications. À quoi bon ? C'est le cas par exemple du célèbre Lac des Morts Vivants de Jean Rollin, très célèbre nanar considéré par certains comme le pire film d'horreur français, c'est dire. Ici, c'est une espèce de malédiction qui a transformé ces anciens nazis qui reposaient dans le fameux lac en zombies, même si leur maquillage exécrable nous pousse à nous demander s'il s'agit vraiment de morts vivants par moment. Nous sommes ici dans de la pure exploitation, du bis comme on n'en fait plus, car les producteurs voulaient absolument voir des zombies nazis et un maximum de nudité, et ce même si le script ne le justifiait pas de façon convenable. Le budget fauché et la célèbre histoire de la caméra défectueuse qui obligeait les comédiens à jouer plus vite ou plus lentement, en fonction de son état, nous donnera cette petite perle du zombie nazi, qui connaîtra d'ailleurs une suite 2 ans plus tard
hasard avec l'également très mauvais Abîme des morts vivants de Jesus Franco, autre figure du cinéma bis qui nous présente ici des zombies nazis qui se relèvent pour protéger le trésor d'un ancien officier. Le niveau se relèvera donc avec le classique du genre Dead Snow et sa suite, Dead Snow 2 Red vs Dead, dans lesquels les nazis sont victimes d'une malédiction qui les a transformés en zombies affamés et meurtriers. Dead Snow sera un vrai succès grâce à un ingrédient qui semble primordial dans ce genre d'œuvre, mais que l'on ne retrouve pourtant que trop rarement. Une logique que l'on retrouve dans Sky Sharks, qui part dans un trip bien loufoque et qui marche sur les traces de Sharknado et consorts, avec ces zombies nazis qui chevauchent des requins géants volants et qui attaquent les avions de façon irréaliste au possible. Seulement voilà, son principal ressort humoristique consiste à nous proposer des situations débiles aux effets spéciaux cheap et foirés dans la bonne tradition des Asylum et leurs copies. Finalement, la plupart de ces films sont des direct-to-video foireux, d'assez mauvais films, qu'on regarde uniquement pour voir les fameux zombies nazis qui sont devenus au fil des années une créature assez cliché du cinéma d'horreur. Si vous n'avez pas beaucoup d'imagination, le zombie nazi fait toujours le taf, rassurez-vous. Mais vous l'aurez peut-être compris, l'une des thématiques horrifiques que l'on retrouve le plus à l'écran lorsque nous avons des nazis, zombies ou pas, c'est leur attrait présumé pour l'occulte, dont je vous parlais en introduction et qui regroupe vraiment toutes sortes d'intrigues. Si l'on suit le cinéma d'horreur, on apprend vite que les nazis auraient été prêts à tout pour gagner la guerre, et sont allés fouiner du côté de toutes sortes de légendes et de mythes qu'ils auraient pu exploiter pour devenir plus forts, plus puissants. Il y a bien souvent cette notion de perte d'humanité au profit de l'acquisition de talents surnaturels dans le but d'assouvir leurs ambitions de conquérants. Encore une fois, l'officier nazi est caricaturé en monstre puisque celui-ci n'hésite pas à sacrifier ses troupes qui ne sont qu'un moyen pour lui d'atteindre son objectif, de la chair à canon en somme. Il souhaite gagner la guerre uniquement pour le pouvoir, la conquête, la domination, et si pour y arriver, il doit se changer lui-même en créature inhumaine ou transformer le monde en ruine vidée de toute âme, il n'y voit pas d'inconvénient. Un véritable méchant du film d'horreur quoi, sans la moindre once d'humanité en lui. Au niveau de leur recherche occulte pour atteindre cette puissance, il y a tout d'abord les films qui se déroulent en plein durant la Seconde Guerre mondiale. Dès les années 70, les nazis conspiraient pour la victoire en élaborant des projets plus douteux les uns que les autres. Dans Zoltan, le chien sanglant de Dracula, des soldats allemands découvrent le tombeau de Dracula en personne. Malheureusement, l'un d'entre eux enlèvera un pieu planté dans le cœur de son chien qui reviendra dès lors à la vie. Étrangement, c'est un début d'intrigue similaire que nous retrouvons dans le célèbre de Keep ou la Forteresse Noire, le légendaire projet chaotique du non moins légendaire Michael Mann, durant lequel des nazis trouvent une étrange forteresse en Roumanie et en prennent possession. Par erreur, des soldats libéreront la force surnaturelle que l'édifice retenait prisonnière et qui s'attaquera alors à eux nuit après nuit. D'autres histoires de vampires avec le court-métrage Where Blood Lies où un officier nazi se retrouve à nouveau en Roumanie dans le but de débusquer l'une de ces créatures mais tombera dans un piège et dans Blood Vessel, un groupe de naufragés survivants de la guerre trouve refuge dans un bateau nazi dont les occupants ont été massacrés. Il s'avérera que le navire contient les tombes de vampires roumains à l'appétit insatiable. Dans ces longs métrages, les nazis ne sont pas à proprement parler les véritables antagonistes, en tout cas pas directement. Ils se laissent dépasser par leurs découvertes qu'ils espèrent utiliser durant la guerre, mais dont ils ne soupçonnent ni la portée ni la dangerosité. De Keep est d'ailleurs bien sûr beaucoup plus complexe à analyser, que ce soit à cause de ses conditions de production particulières et chaotiques qui nous ont donné un résultat haché, ou simplement parce que Michael Mann avait des intentions plus ambitieuses que Albert Band avec son cabot. La réflexion de la Forteresse Noire se porte sur la nature du mal absolu, ce qui rend l'adversité entre les nazis et Molassar, la créature du film, beaucoup moins manichéenne et superficielle que les présences de nazis dans les films d'horreur habituels. Pour les autres films, les nazis restent des antagonistes, dans la mesure où la raison de la libération de ces créatures est qu'ils espèrent pouvoir s'en servir pour soumettre leurs ennemis. Le fait qu'ils se fassent décimer par les monstres rend ceci encore plus dangereux pour le spectateur. Quel genre de forces maléfiques ces fous ont-ils osé déverser sur le monde, par tous les dieux? Cette logique est particulièrement évidente dans The Devil's Rock, où deux soldats néo-zélandais sont chargés de détruire un énorme canon nazi sur une île isolée, mais vont découvrir un bunker dans lequel un officier tente d'invoquer un démon et de pactiser avec lui. Ici, l'ennemi d'origine était bien le colonel nazi, qui se comporte en véritable antagoniste, jusqu'à ce que le démon entre en scène, apparition qui rebattra les cartes et s'emparera dès lors du rôle de vrai méchant du film. Nous retrouvons dans ces films la prétention des nazis qui cherchent à contrôler des puissances qui les dépassent complètement et qui jouent en quelque sorte à Dieu. Ils se voient plus forts qu'ils ne le sont, se pensent intouchables et croient pouvoir manipuler ou pactiser avec des créatures ancestrales pour qu'ils ne sont finalement que de la nourriture, de vulgaires fourmis. Mais nous reviendrons sur ce point-là dans quelques minutes, si vous le voulez bien. Puis bon, citons quand même les classiques du cinéma de ce très cher Uwe que sont Blood Rage alias Blood Rain 3 et sa magnifique parodie Blubberella. Dans le premier, qui est bien une adaptation du jeu vidéo éponyme, Rain est une vampire, une créature mi-humaine mi-vampire que les nazis aimeraient capturer afin d'utiliser son sang pour rendre Hitler immortel. Héroïne badass typique, Rain bottera le cul aux nazis, ce que fera plus ou moins sa version parodique obèse Blubberella, parangon d'humour lourd et gênant qui aurait pu être subversif s'il ne passait pas son temps à faire ce que l'on attend précisément à voir dans une comédie lourde et grossière de
Uwe Boll. Le réalisateur se permet de reprendre carrément des séquences entières de Blood Rain 3 et de les insérer telles quelles dans Blubberella. Tu parles d'une parodie. Bref, si je dois trouver un intérêt quelconque à Blubberella, c'est qu'on y voit quand même Uwe Boll lui-même dans le rôle d'un Hitler porcin et complètement débile. Enfin, moi j'y vois un intérêt, mais je comprendrais que vous trouviez ça dispensable. Parmi ces œuvres, il y a tout de même une saga majeure dont je suis obligé de parler, les Puppet Masters, qui comporte pas moins de 14 épisodes. La franchise, production majeure du légendaire Charles Band et de sa firme Full Moon Features, donne la part belle aux nazis, qui, s'ils n'apparaissent pas dans tous les épisodes, sont tout de même très présents et importants au sein de sa mythologie rendue pour le moins complexe, notamment à cause de ses nombreuses erreurs de cohérence. Pour faire simple, André Toulon, un marionnettiste français, utilise un élixir fabriqué à partir d'une magie provenant de l'Égypte antique pour donner la vie aux poupées qu'il fabrique. De plus, il crée parfois des pantins animés de l'âme de ses amis morts, le plus souvent tués par les nazis, qui le poursuivent sans relâche pour lui voler le secret de ses poupées, car ils voient en elles un potentiel meurtrier incontestable. Et pour le coup, ils ont plutôt raison. Les poupées d'André Toulon sont très douées dès qu'il s'agit de tuer. Selon les films, elles jouent le rôle d'antagoniste ou de gentil, ce n'est pas toujours clair, mais ça dépend de qui ou quoi joue le rôle du marionnettiste, pour résumer. Et c'est à l'image d'André Toulon lui-même, qui dans toute la saga reviendra sous diverses formes et dans divers rôles, passant de héros à méchant principal d'un film à l'autre. Et les nazis, donc, veulent mettre la main sur ses petits amis qui, dans certains films, s'opposeront à eux. Dans d'autres, les officiers réussiront à s'emparer du fameux élixir et créeront même parfois leurs propres poupées. Dans tous les cas, les nazis font partie des antagonistes principaux de la franchise, surtout en ce qui concerne la trilogie Axis, qui pour le coup se consacre complètement à eux, au point de tomber parfois dans de la pure exploitation, et ce, avec des budgets de plus en plus ridicules. Certaines des poupées elles-mêmes fabriquées par les nazis ou non, ont des designs faits pour nous les rappeler. Et si certaines possèdent de véritables âmes humaines, d'autres semblent répondre uniquement à leur concepteur, nous rappelant donc le concept de soldats décérébrés dont nous parlions avec les zombies. Zombies que les scientifiques et officiers nazis tenteront d'ailleurs de créer à certains moments dans Puppet Master à l'aide du fameux élixir. Mais comme une malédiction, les nazis se feront la plupart du temps avoir soit par les poupées de Toulon, avides de vengeance, soit par le fruit de leur propre création qui, comme d'habitude, échapperont totalement à leur contrôle. Prêts à tout pour accomplir leurs tâches, les officiers sont très cruels, au point d'être la plupart du temps très caricaturaux, sans aucune considération pour leurs sbires ou leurs ennemis. Ils ne sauront voir dans les marionnettes, pourtant amis très chers de Toulon, rien d'autre que des armes, des objets dont ils peuvent tirer un avantage. Et ils ruineront littéralement l'existence de ce pauvre André Toulon qui passera sa vie à les fuir et à voir son entourage se faire décimer par eux. Il représente très bien, pour le coup, tous ceux qui ont vu leur vie ruinée par la Seconde Guerre mondiale et les exactions des nazis, et qui ont dû fuir leurs atrocités. Puis, nous avons tous les films qui se déroulent bien après la guerre et la défaite des nazis, et dans lesquels leurs découvertes occultes et leurs expériences contre nature continuent d'avoir des conséquences. Dans Hellboy, les nazis s'associent au mystique russe Rasputin et créent un portail vers une autre dimension, dans le but de libérer des entités monstrueuses pour leur permettre de gagner la guerre. Les alliés débarqueront et empêcheront leur projet d'aboutir, mais un petit démon réussira tout de même à s'échapper du portail. C'est bien sûr le célèbre Hellboy. Mais les disciples nazis de Rasputin sont toujours en vie et, 60 ans plus tard, ils reviennent pour terminer ce qu'ils avaient commencé. Ici, on joue beaucoup avec le lien qu'auraient entretenu les nazis avec l'occultisme, à tel point que Cronen, qui est un personnage que j'adore comme certains d'entre vous le savent, est en fait un membre de la société secrète Thulé, dont les mythes occultistes et racistes font partie des racines de l'idéologie nazie. Bref, les nazis ici comptaient sur Rasputin pour les aider à remporter la guerre, mais finalement, la situation va être inversée et c'est eux qui vont aider le mystique à réaliser ses plans de fin du monde, fascinés qu'ils sont par cet être charismatique aux connaissances fantastiques. Pour une fois, ces nazis deviennent eux-mêmes l'outil que l'on peut sacrifier lorsqu'ils ne sont plus utiles. Et c'est intéressant. Dans Blood Creek, le professeur nazi Richard Wirth se rend en Virginie occidentale pour chercher une ancienne pierre viking aux propriétés prétendument magiques. Lorsque la famille qui l'héberge se rendra compte qu'il souhaite utiliser ses pouvoirs pour faire le mal, ils l'enfermeront et seront désormais liés à lui. Ils deviennent immortels mais doivent le maintenir en vie s'ils veulent eux-mêmes continuer à vivre tout en l'empêchant de s'enfuir sous peine de le voir déverser sa haine sur le monde. Et bien sûr, il finira par être libéré par des intrus et la terreur commencera. Même si la guerre est finie depuis plus de 70 ans, Wirth est désormais un être surnaturel bien décidé à répandre le mal. Dans Elves, la fête de Noël est perturbée par un elfe démoniaque qui était autrefois au centre d'un plan de Hitler pour créer une race parfaite qui pourrait conquérir le monde. Oui, un film de Noël avec un elfe démoniaque nazi. Ça vaut le coup, croyez-moi. Puis, comment ne pas parler de la trilogie Outpost, l'une des plus connues dans le genre. Dans le premier, un groupe de mercenaires est engagé pour escorter un homme jusqu'à un vieux bunker allemand. Arrivé sur place, ils découvrent que les nazis ont mené là des expérimentations pour créer des soldats invincibles et, contre toute attente, ceux-ci semblent être toujours sur place.
Cette fois, ce sont des sortes de fantômes qui dépendent d'une étrange machine, mais qui sont simplement virtuellement invincibles. De tous les films que j'ai passés en revue ici, c'est probablement celui qui nous présente les nazis surnaturels les plus puissants, même si leur lien avec la machine peut se retourner contre eux. Dans Outpost 2, Black Sun, c'est l'OTAN qui va tenter de s'opposer à eux sous peine de voir l'avènement du 4e Reich, et donc de potentiellement lancer une 3e guerre mondiale. Dans ces films apparaît donc la notion de super soldat que nous retrouvons souvent parmi les expérimentations nazies dans les films d'horreur. Et nous savons que plusieurs armées à travers l'histoire ont réellement fait des recherches en ce sens, même si ça n'était évidemment pas aussi folklorique que ce que nous allons voir dans quelques instants. La recherche de la race aryenne pure et parfaite des nazis allait elle-même dans ce sens, en fait. Dans Frankenstein's Army, alors que la guerre touche à sa fin, des soldats russes se retrouvent dans un laboratoire nazi secret dans lequel un descendant de Frankenstein lui-même fabrique des monstres à partir de cadavres de soldats allemands. Réalisé sous la forme d'un found footage, c'est un vrai bon film de monstres au sein duquel la folie des nazis est fantasmée toujours de la même façon. Ils pactisent en quelque sorte avec le démon, puisqu'ils abandonnent toute humanité dans le processus censé les rendre plus forts. Une logique que nous retrouvons dans le fameux Overlord, que j'ai déjà critiqué sur ma chaîne donc, et dont l'histoire ressemble fort à celle de Frankenstein's Army. La veille du débarquement de Normandie, un petit commando de parachutistes américains se retrouve dans un village français sous l'emprise des Allemands. Rapidement, les soldats tomberont sur un laboratoire dans lequel les nazis se livrent à des expériences contre nature qui leur ont permis de mettre au point un sérum qui ressuscite les morts et leur octroie des mutations terrifiantes. Dans l'abominable Werewolves of the Third Reich, c'est une armée de loups-garous que le Dr Mengele cherche à lever afin de remporter la guerre avec leur aide. Et bon Dieu que ce titre est difficile à dire. Bref, vous l'aurez compris, de nombreux films ont tenté d'exploiter cette rumeur qui veut que les nazis auraient fait de sérieuses recherches occultes. Et peut-être que vous l'aurez vu venir, mais que ce soit les films sur les nazis zombies, ceux sur les super soldats ou leurs diverses expérimentations surnaturelles, il y a une figure qui revient très souvent dans ces longs métrages. Cette figure, très importante quand on parle de nazis dans le cinéma horrifique, c'est celle du savant fou. Encore plus même que le zombie, le savant fou est vraiment la figure horrifique, la créature si j'ose dire, que l'on retrouve dans quasiment tous les films qui mettent les nazis en scène. C'est lui qui transforme les troupes en zombies, c'est lui qui est au centre de leurs recherches occultes, lui qui mène les expériences destinées à créer de nouvelles armes ou à changer les soldats en surhommes, lui encore qui développe des technologies futuristes ou conclut des pactes avec des démons. Bref, déjà, ces personnages s'inspirent de véritables scientifiques nazis, dont beaucoup ont mené d'horribles expérimentations, très loin des protocoles médicaux et des règles déontologiques de rigueur dans la médecine, notamment sur des prisonniers ou des déportés dans les camps de concentration. Ils firent par exemple des expériences sur la gangrène gazeuse, la régénération des muscles ou des nerfs des os, des greffes de peau ou stérilisation des femmes, sur l'hypothermie, l'ingestion d'eau salée, de vaccination contre le paludisme, sur le typhus, la malaria, sur les enfants et notamment les jumeaux, et j'en passe et des meilleurs. La logique était que le sacrifice de tous ces humains était justifié par l'urgence ou l'effort de guerre, mais aussi et surtout par l'idéologie raciste de ces chercheurs qui estimaient que sacrifier 100 d'entre eux était acceptable si cela permettait de sauver la vie d'un seul Allemand. Bref, au-delà des horreurs perpétrées par les véritables scientifiques nazis, la figure du savant fou telle qu'on la voit dans les films d'horreur s'inspire également de légendes fictives, dont se détachent deux personnages. Le premier n'est autre que Victor Frankenstein, ce passionné de science suisse, jeune et exalté, qui se met en tête de créer la vie lui-même. Sa création sera malheureusement rejetée et sombrera dans la haine, au point de totalement lui échapper. C'est le mythe de l'homme qui se prend pour Dieu, mais qui sera complètement dépassé par sa création, n'aura pas les épaules pour assumer son statut de créateur. Au fil des années et des adaptations, Frankenstein se transforme en véritable savant fou, mégalomane et avide de pouvoir et de connaissances, plus proche du méchant que du héros qu'il était aux origines. Et l'évolution de ce personnage nous donne une grande partie des scientifiques nazis dont je vous ai parlé dans cette vidéo, au point de parfois leur donner son nom. Ils ne cherchent pas à créer la vie en tant que telle, mais souhaitent dépasser leurs conditions d'être humain, se surpasser, quitte à abandonner leur humanité pour y parvenir, et d'une autre façon, souhaitent souvent vaincre la mort et gagner l'immortalité. Et cette caractéristique-là les rapproche automatiquement d'un autre personnage fictif mythique, à savoir Faust. Si sa légende s'inspire de la vie d'un véritable personnage, le Faust du conte s'en éloigne assez radicalement. Même s'il en existe aujourd'hui de très nombreuses versions, c'était un savant, voire un alchimiste, au bord du suicide car incapable d'atteindre les objectifs scientifiques auxquels il avait pourtant voué toute son existence. Finalement, il a fait un pacte avec le diable lui-même, via son serviteur Méphistophélès. Suite à ce pacte, Faust se retrouve transcendé et sa vie change du tout au tout, jusqu'à sa mort, après laquelle son âme sera alors damnée, appartenant désormais au diable. Cette histoire est l'illustration parfaite du pacte avec le diable, un thème récurrent de la réflexion humaine. Elle pose la question de ce qu'est le véritable bonheur, puisque celui que Faust croit récupérer après le pacte
est matériel, accessoire, presque artificiel, mais c'est celui qu'il croit vouloir, et il n'en résultera rien de bon dans sa finalité. Une fois décédé, le diable s'emparera de son âme, ce qui est probablement le pire qui peut arriver à un être humain selon ses contes. Et c'est un dilemme que l'on retrouve dans tous ces films qui nous montrent des scientifiques nazis prêts à tout pour se transcender et gagner la guerre. Ils vendent littéralement leur âme, en pactisant eux aussi avec des démons, en acceptant de perdre ce qui constitue leur humanité pour décupler leur force et leur résistance, sont obsédés par leur ambition et l'atteinte de leurs objectifs. Ensuite, au-delà des films mettant des nazis en scène, d'autres films ayant choisi la figure du savant fou y font irrémédiablement référence, à l'image de The Human Centipede de Tom Six, qui, du propre aveu de son réalisateur, cache de nombreuses références à la Deuxième Guerre mondiale et au nazisme. Le Dr Hater est la représentation parfaite du scientifique nazi qui a sombré dans la folie, Éditeur Laser, perd son âme, est désormais l'un des visages auxquels on pense immanquablement quand on associe savant fou et cinéma. Et étrangement, ou pas, le scientifique fou est désormais une figure quasiment indissociable des nazis dans le cinéma d'horreur. Les horreurs qu'ils ont commises, justifiées par des ambitions sombres et implacables, semblent inspirer continuellement des personnages de professeurs fous, prêts à sacrifier le monde entier si cela leur permet d'accomplir ce qu'ils ne sont pas capables d'accomplir seuls. On relie également toujours cette volonté d'atteindre son objectif à tout prix à celle de conquérir le monde, de gagner la guerre, ou tout simplement de ne pas la perdre. Bah oui, imaginez un petit peu que les nazis n'aient pas totalement perdu, dans le sens où ils n'auraient pas totalement disparu, et attendraient en secret le moment propice pour faire leur retour, représentant alors le plus grand fléau de l'humanité, son visage le plus sombre qui refuse à tout jamais de disparaître. C'est au début des années 2010 que le cinéma de genre se met à exploiter cette théorie aussi fumeuse qu'irréaliste. Iron Sky est encore aujourd'hui le plus connu parmi ces films et part du principe que des nazis se terrent sur la face cachée de la Lune et projettent leur invasion de la Terre, quand 2 astronautes américains tombent par hasard sur eux. Nous ne sommes bien sûr pas vraiment dans de l'horreur ici, plus dans de la comédie de science-fiction, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler d'eux. Ce film nous montre comment une présidente américaine va booster sa popularité grâce à des discours nazis, et il se solde quand même par la fin du monde suite à une guerre nucléaire. Mais Iron Sky 2 ira plus loin encore dans la folie. Désormais, les survivants de l'humanité vivent dans l'ancienne base lunaire des nazis de l'espace et une poignée d'entre eux décident de se rendre sur Terre où plus personne ne vit, mais qui contient une source d'énergie vitale pour la survie de nos personnages. Sur place, ils devront affronter des reptiliens, qui en fait étaient les personnages les plus puissants de l'humanité avant sa destruction, confirmant certaines théories des sphères complotistes. Puis bon, on y voit Hitler sur un tyrannosaure dans l'espace, joué par Udo Kier en plus. Moi je dis oui. Je dis oui, monsieur. Sieg Heil, Mutterfickers! Dans Nazis at the Center of the Earth, Joseph Mengele, représentant le plus connu des savants fous nazis, construit une base souterraine en Antarctique où il se cache avec d'autres nazis à la fin de la guerre. Il kidnappe ensuite des scientifiques et les forceront à les aider à monter une armée de soldats zombies, très originale, afin de forcer leur grand retour. Globalement, on est sur un concept très similaire à celui de Iron Sky, quoique un peu plus horrifique et beaucoup plus nul en termes de mise en scène, mais on peut faire pire, comme avec Deadwalker's Rise of the Fourth Reich, où l'élite des nazis est restée cachée pendant des décennies à mener leur plan en secret. Et devinez un peu quel était leur plan génial, vous l'avez ? Eh oui, monter une armée de zombies nazis. On en revient toujours à ça, c'est la nouvelle forme de Nazisploitation, finalement, en quelque sorte. Mais imaginez un peu si ces survivants avaient un véritable leader avec eux, un certain dictateur moustachu qui aurait survécu et se serait caché avec ses troupes dans l'attente de son retour. Encore une fois, certaines théories l'envisageaient réellement, cette possibilité. Oui, dans certains films, c'est Hitler en personne qui a survécu. Dès 1963, on a le classique « On a volé le cerveau d'Hitler » qui aurait droit à de nombreuses références et notamment dans des dessins animés. Ici, nous avons une bande de nazis qui ont réussi à sauver le cerveau de leur leader, qui sont tous cachés sur une île et qui tentent de mettre au point un gaz toxique capable de faire revivre le Troisième Reich et lui rendre toute sa puissance. Un film pas forcément très réussi et qui ne contient pas vraiment d'images horrifiques non plus, mais resté dans certaines mémoires pour ces scènes durant lesquelles la tête d'Hitler aboyait ses ordres à ses troupes. Il y a aussi Time Demon qui est un film difficile à classer et du coup j'en parle ici. Après tout, Adolf Hitler y est bien vivant et est protégé par une tribu d'Amazones lesbiennes et d'anciens nazis restés fidèles. Il n'a pas abandonné ses rêves de conquête et aurait besoin d'un talisman magique en possession d'un descendant des conquistadors, Jack Gomez. Condensé de grand n'importe quoi signé par le français Richard G. Thompson et coproduit par Mad Movie, on est encore une fois clairement dans une espèce de comédie ou doux relance d'exploitation entre ces scènes qui se veulent gore et son déluge de nudité qui lui valent quand même une place au sein du cinéma d'horreur finalement.
Enfin, il me fallait évoquer l'incroyable African Kung Fu nazi, une coproduction entre le Ghana, le Japon et l'Allemagne, dans laquelle Hitler et son comparse japonais Hideki Tojo ont fui la fin de la guerre dans un sous-marin ayant élu domicile au Ghana. Là-bas, ils forment des soldats africains aux arts martiaux japonais pour en faire des super guerriers dans le but avoué d'un jour conquérir le monde en répandant leur doctrine. Si vous voulez voir des scènes de combat entre les Ghanéens nazis et l'école de ninja ghanéen, ou le plus incroyable tournoi d'arts martiaux de votre vie, ou même voir Hitler assister à une séance de twerk, franchement, faites-vous plaisir. Étrangement, imaginez le retour des nazis comme s'il s'agissait de n'importe quelle armée de méchants de fiction, achève de les transformer en véritables créatures de cinéma, des méchants iconiques qui ne sont évidemment que l'ombre de ce qu'ils étaient dans la réalité en termes d'horreur et d'abomination. On a plus l'impression d'assister au retour de Dark Vador ou de Voldemort qu'à celui de Hitler. D'ailleurs, à bien des égards, ces deux méchants légendaires dans la culture populaire sont inspirés du dictateur moustachu, tout comme ses armées et leurs codes ne sont pas sans nous rappeler ceux des nazis. Mais au-delà de cette violence fun, de cette récupération de codes odieux pour en faire quelque chose de jouissif et de totalement vide ou presque au niveau du discours, il y a certains films qui ont décidé de jouer une carte plus sombre, peut-être déjà plus en adéquation avec l'horreur de la guerre et celle des nazis. Récemment, nous avons eu Ghosts of War, qui s'attarde sur les horreurs de la guerre en elle-même. Mort atroce des soldats, jeunesse sacrifiée, mais aussi mort d'innocents, le calvaire que ceux-ci subissent lorsque les territoires sur lesquels ils vivent sont occupés par des forces ennemies, les manipulations des troupes par leurs supérieurs et gouvernements, etc. Il prend la forme d'un film de maison hantée dans lequel un groupe de soldats doit garder un ancien manoir français qui a été utilisé par des officiers nazis et qui semble habité par des esprits. Mais il tente un parallèle entre les horreurs des nazis et celles des talibans d'Afghanistan, qui n'est pas idiot, même du point de vue cinématographique. Au même titre que les nazis, les talibans ou les combattants terroristes d'Al-Qaïda et autres organisations similaires ont ce visage de méchants dans l'inconscient collectif. Sont des défenseurs d'une idéologie barbare et effrayante qui fait peur à toute la planète, y compris le monde musulman. Même si ça n'a pas encore été beaucoup fait, ces personnages font peu à peu leur apparition dans le cinéma d'horreur et leur traitement finira certainement par ressembler à celui des nazis, justement. À un niveau beaucoup plus pointu et même effrayant, il fallait que je termine cette vidéo avec Prison de cristal, un film ô combien difficile à classer même s'il nous présente dans les faits une certaine forme de nazi-exploitation. Un ancien tortionnaire nazi qui a exécuté et violé de nombreux enfants est désormais paralysé suite à une tentative de suicide et enfermé dans une cage qui lui permet de respirer. Bientôt, il engagera un nouvel infirmier, Angelo, qui détient des preuves de ses crimes passés et le fait chanter pour l'obliger à l'engager. En réalité, il est fasciné par le tortionnaire, et de cette fascination va découler une relation complètement contre nature, durant laquelle le jeune homme va profiter de l'homme paralysé, mais pas forcément pour se venger ou venger ses victimes, plutôt pour prendre la relève, le comprendre et s'inspirer de lui, car le jeune homme envie la puissance qu'il dégageait lorsqu'il s'attaquait à ses victimes et la jouissance qu'il semblait en retirer. Un extrême malaise se dégage du visionnage de ce film où les relations contre nature s'enchaînent et qui mériterait une vidéo entièrement sur lui tant il y a de sous-textes et de messages intéressants à en tirer. Prison de cristal se situe quelque part entre Portier de nuit, avec lequel nous avons ouvert cette vidéo, et Salo et les 120 jours de Sodome de Pasolini, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le torture porn, et qui s'attardait lui aussi sur des relations obscènes et extrêmes imposées par le fascisme, et qui considère que la libération sexuelle est une escroquerie, une manipulation subtile exercée par le pouvoir, la société de consommation et surtout le capitalisme, qui en aurait fait une marchandise, sans compter son discours sur la domination de la bourgeoisie et des élites sur la plèbe. Bref, ces films-là mériteraient beaucoup plus que quelques lignes pour les décrypter, et ce n'est pas tellement l'objectif de cette vidéo. Mais très clairement, nous avons terminé par les plus horribles des œuvres du jour, et ça mérite une conclusion, mon ami. Il y a des dizaines et des dizaines de films d'horreur qui ont choisi de mettre en scène les nazis, à tel point que définitivement, ils sont devenus de véritables monstres que l'on peut désormais ranger aux côtés des vampires, loups-garous et autres épouvantails, des créatures qui possèdent leur propre code, inspirés en partie de la réalité mais très largement fantasmés. Ils ne ressemblent finalement plus que très peu à ceux qu'ils singent, et l'horreur de ces zombies et savants fous n'est que l'ombre de celle que les véritables nazis ont commis durant la Seconde Guerre mondiale. Pour toutes ces raisons, il me semble assez clair que les films les plus terrifiants sur les nazis sont en fait les plus réalistes d'entre eux, voire certains documentaires. Les nazis qui écument le cinéma d'horreur sont, comme le disaient certains analystes, plutôt une façon d'exorciser la réalité historique, de se la réapproprier, d'en redevenir maître en la transformant en quelque chose d'horrible, certes, mais horriblement fun également. Très clairement, aujourd'hui, les nazis fictifs sont complètement à séparer de ceux qu'ils cherchent à imiter. En dehors de ça, que dire à part qu'ils auront surtout animé des pages importantes du cinéma d'exploitation et que les nazis sont plus souvent considérés comme une masse d'individus, une armée impersonnelle, un peu à l'image des zombies, justement. Il y a très peu de personnages iconiques parmi eux au sein du cinéma horrifique. Si l'on exclut Ilsa, Krunen, Götz, Herzog, le Major Cross des Puppet Master, voire quelques autres ici et là. Et c'est intéressant de le noter, car cela montre bien qu'ils sont quasiment toujours montrés comme des combattants dénués de raisonnement, qui suivent les ordres, qui sont juste conditionnés. Les mauvaises langues diront, comme tous les militaires, voire même comme nous tous.
Mais ça, je vous laisserai en juger vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui risque de ne pas plaire à YouTube. Si vous l'avez regardée, c'est probablement que vous suivez la chaîne depuis quelques temps et de façon assidue. Ça m'étonnerait qu'elle soit mise en avant par l'algorithme. J'en profiterai, et c'est assez rare depuis quelques mois, pour vous proposer de vous abonner, de la partager sur les réseaux sociaux, voire même, pourquoi pas, de me soutenir avec un petit don. Tous les liens sont de toute façon dans la description. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Guten Tag, motherfuckers.